Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir 3 promoteurs hyper jeunes et super dynamiques en Suisse romande, 2 principalement à Genève et 1 surtout dans le canton de Vaud. Salut les gars, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Salut, merci. Donc aujourd'hui, on va parler purement promotion immobilière, enfin principalement promotion immobilière. Et puis surtout déjà, ma première question, c'est comment est-ce que vous êtes tombé dans l'IMO? Et puis d'où venez un peu et pourquoi l'immobilier surtout? Moi, je suis arrivé dans l'immobilier un petit peu par hasard. C'était pour, entre guillemets, un achat personnel. Je suis tombé sur une super affaire qui m'a fait entreprendre ma première rénovation. Et de là a commencé une grande histoire avec l'immobilier. J'ai toujours un peu aimé les travaux, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est rencontré avec Fernando dans un autre domaine. Ça a tout de suite matché et on fait de la promo depuis bien 2 ans. Là. 2 ans, c'est assez récent. Ouais, Ok, c'est assez récent. Excellent. Fernando, du coup, toi, ça vient d'où? Moi, je suis rentré dans l'IMO en 2016. Je pense que je suis un peu tombé dedans depuis petit. Mes 2 grands-parents avaient des entreprises générales de construction. Donc j'étais là-dedans. Ça a un peu sauté une génération. Mes parents ne sont pas du tout dans l'immobilier. Et puis, voilà, moi, j'ai toujours été fasciné par la pierre, que ce soit les châteaux, les églises. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose de tangible que tu peux vraiment sentir, voir. Donc voilà, on est rentré un peu comme ça. J'ai commencé aussi par un investissement un peu par hasard qui s'est avéré être un très bon investissement en 2016. Et de fil en aiguille, rénovation, extension, surélévation, on est arrivé gentiment dans ce qu'on appelle le développement immobilier. Et puis par la suite, la promotion pure. Excellent, ok. Donc ça, voilà. un peu par hasard au final, mais c'est un peu... c'est une partie d'héritage aussi. Et Jordan, du coup? Alors, pour ma part, c'est mon papa qui m'a un peu inculqué l'envie de travailler dans le domaine immobilier, du fait qu'il avait fait quelques investissements, on va dire, dans ce domaine-là. Et depuis tout petit, je suis allé avec rénover un peu des appartements, etc., faire des peintures et tout quand j'étais gamin. Et ça m'a toujours intrigué, on va dire, de par ce fait. Et ensuite, j'ai fait quelques stages, que ce soit dans le domaine de l'avocature ou de l'immobilier, justement. Et à un moment donné, j'ai vite fait le choix de l'immobilier entre les deux parce que ça m'intéressait plus. Et j'ai pu réaliser une première affaire en famille où j'ai acheté une part d'immeuble quand j'avais 18 ans avec les économies que j'avais fait auparavant dans des petits jobs et tout ça. C'est pour ça que je suis arrivé là-dedans. Et voilà. À 18 ans, première acquisition là. Ouais, mais vraiment une toute petite part minime d'un projet qui n'était pas très grand. Excellent, ouais, c'est comme ça qu'on commence. Hein, ok, du coup, parfait. Ouais. Alors moi, comme vous savez, j'ai commencé dans le courtage. Du coup, je me demande, mais vous, comment est-ce que vous atterrissez dans la promotion directement? Et pourquoi la promotion? Pourquoi pas le courtage, l'architecte ou la gérance Alors pour ma part, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine immobilier. Et j'ai commencé en fait dans la gérance après mon gymnase pour un stage d'une année. Et du coup, j'ai pu toucher la gérance. Ensuite, dans une autre société, j'ai pu faire du courtage et un peu toucher au développement. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai compris que le développement, c'est ce qui me correspondait le mieux, du fait un peu de la création de nouveaux logements. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant, en fait. Ok, d'accord. Ouais, pour ma part, c'est à peu près la même chose. Je pense que c'est de l'immobilier, c'est un domaine très vaste, mais il y a vraiment des métiers qui sont très très spécifiques les uns avec les autres. Et le courtage, ça ne me correspond pas du tout. Je pense que vraiment, il faut avoir un profil pour le courtage. Je suis plutôt quelqu'un qui aime travailler un peu dans l'ombre. La gérance, alors vraiment, c'est régler des problèmes de tuyauterie, quoi. Je veux dire, je dénigre absolument pas la profession, mais c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout. L'architecture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et nous, on essaie de plus en plus de s'impliquer un maximum dans les projets dès la phase de développement au niveau architectural. Donc on s'est un peu formé dans tout ce qui était AutoCAD, ArchiCAD, etc. Après, forcément, nous, on n'a pas de diplôme à ce niveau-là, donc on est obligé d'être assisté par des archis. Mais ça nous permet vraiment d'aller le plus loin possible dans le choix du programme. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a choisi le développement, parce que pour moi, c'est ce qui te permet de toucher le plus de facteurs sans avoir une spécification précise qui ne correspond pas forcément, quoi. Ok, donc c'est parce que c'est un peu généraliste, quoi. C'est assez généraliste, c'est un peu un chef d'orchestre qui va de toute façon avoir contact avec des courtiers, avec la gérance si tu commences par regarder des lots comme ça, avec l'architecte, énormément de liens, mais en même temps tu es aussi sur le terrain parce que tu vas visiter les parcelles, tu vas voir ton fiscaliste, tu vas voir ton avocat, tu vas voir ton notaire.
Moi, je trouve que c'est beaucoup plus vaste et complet comme métier. Puis tu Et touches ça me aussi, correspond plus. Ouais. si je puis me permettre, tu touches aussi à tout ce qui est l'aspect construction, etc. Exactement. Et ça a beaucoup d'intérêt parce que tu touches à passablement de corps de métier que tu dois en fait comprendre et savoir évaluer si tout se passe correctement sur le chantier, etc. quand tu vas le visiter. Et c'est vrai que c'est bien d'être accompagné, mais de toi-même, tu dois pouvoir aussi dire si quelque chose ne fonctionne pas en fait lors d'un Dès le projet. début, choisir le programme, c'est la chose la plus importante, je pense. Pas se tromper de marché. Voilà, je pense qu'on a beaucoup vu des développeurs qui sous-traitaient en fait un peu cette partie directement aux archis. Et nous, c'est quelque chose qu'on met vachement en avant, c'est d'aller sur place, visiter la parcelle, nous-mêmes choisir le programme et ensuite on discute avec les archis. Ok, il faut sentir le projet, sentir le terrain. Exactement. Exactement. Ok. Ouais. Ah, excellent, on va en parler un peu plus tard de la compétence des promoteurs, parce qu'effectivement il y a plein de pseudo-promoteurs qui sont auto-qualifiés de promoteurs et qui galèrent. Ok, il y a beaucoup à perdre, beaucoup à gagner, mais beaucoup à perdre a priori. Mais du coup, alors déjà premièrement par rapport à vous, c'est quel type de projet que vous faites principalement? Parce que du coup vous faites un peu différemment. Je sais que Jordan, tu es un petit peu plus, c'est un peu plus gros, des plus gros projets. Mais du coup, c'est quoi le mieux et qu'est-ce que vous faites principalement? Alors nous, c'est vrai que pour le moment, avec Fernando, on est plus sur de la villa mitoyenne. Après, on est sur un filon, en guillemets, où on préconise de garder le bâtiment existant, on ne le démolit pas. Et on part vraiment de ce bâtiment pour construire un projet immobilier. Et c'est ça, en guillemets, aujourd'hui, qui nous passionne et qui nous fascine un peu. C'est vrai que de partir sur une parcelle, se dire, en fait, on part de zéro et on construit quelque chose, un collectif. Je pense que Jordan, il est plutôt sur la démolition. Le premier postulat, c'est plus la démolition, et puis qu'est-ce qu'on peut construire dessus. La déconstruction, pardon, ouais. Mais non, nous, on part vraiment du bâtiment existant et on construit autour de ce bâtiment. Et en fait, on s'éclate là-dedans. Donc, on est, en guillemets, plus sur du petit projet, villa mitoyenne, ce genre de choses, parce que ça nous rapporte plus d'argent que de faire des gros programmes sur du Après, moi, je pars du principe que tu dois maîtriser vraiment quelque chose avant de t'éparpiller sur plein de choses. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas du tout de commercial, on est dans du résidentiel. Pourquoi souvent on garde le bâtiment existant, c'est que nous aussi, on est passionné par le fait de garder des lots. C'est pas uniquement tu fais un projet puis tu sors. On essaie toujours de garder un maximum de lots en location. Donc, de nouveau, le fait qu'on a souvent contact avec des gens, des gestionnaires d'immeubles, des gestionnaires administratifs, enfin bref. Et c'est quelque chose qui nous passionne, c'est de commencer par des mitoyennes, alors des petits collectifs. Récemment, on a fait 5 appartements, mais des gros projets qui impliquent plus l'aspect aussi politique. Sur le plus long terme, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore touché et qui pour l'instant nous passionne pas plus que ça. Nous attire pas spécialement. Plutôt des petits projets un peu Mais challenging tu maîtrises, comme ça, quoi. Parce que tu connais les coûts de construction. Déjà, on achète la maison, donc on sait déjà combien elle vaut, et puis on achète le bâti, on le maîtrise vraiment, et on a le temps de peut-être changer d'avis. On a peut-être une idée, on consulte notre architecte, lui il part sur peut-être autre chose, il dit non mais les gars, il faut faire ça là-dessus. Je crois que le dernier projet, on a eu peut-être 6 ou 7 versions, tu vois. Alors que quand tu pars sur une parcelle nue, voilà, c'est... T'es assez libre au final, et puis t'as un bâtiment, il est monté sur X étages parce que tu peux construire par rapport au gabarit. Et puis, ouais, je pense que tu peux moins exprimer ta liberté que sur un bâtiment où t'as des contraintes en fait. T'as des contraintes, donc ouais. Je pense que ce qui est intéressant en fait dans leur façon de procéder, c'est que tout en gardant les villas et en amenant quelque chose un peu sur le côté ou autour des villas qu'ils gardent, c'est qu'aussi ils ont une autre réflexion un peu de garder, on va dire, ou s'intégrer un peu à ce qu'il y a autour. Donc leur but aussi, c'est si on est à 2 niveaux, de ne pas aller en faire 4 ou 5 ou quelque chose comme ça, mais faire quelque chose vraiment qui s'intègre aussi de ce qu'il y a autour. Et ça leur évite aussi des longues procédures d'opposition, etc. Ou par exemple, dans notre exemple, c'est vrai que quand on fait des fois des 10-15 logements où il y avait une petite villa auparavant, et puis qu'on arrive avec 3-4 niveaux alors qu'il y en avait 1 ou 2 auparavant, c'est vrai que tu vas vite réveiller tout le quartier et subir passablement d'opposition généralement parce que c'est pas toujours bienvenu en fait d'arriver avec un nouveau projet dans un quartier, malgré le fait que, comme on va en parler plus tard, avec les nouvelles lois, on devrait plutôt densifier vers l'intérieur. Et ce que nous, à notre échelle, on essaye de faire. Après, on ne fait pas uniquement des projets immenses, on va dire. On a aussi des petits projets, moyens projets. On va à partir de 3 logements.
au niveau de notre structure. Mais c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 15 logements pour quelque chose de moyen, un peu plus grand, à 60 logements. Et du coup, on fait aussi, gentiment, on aimerait aller sur des très gros projets, on va dire, où là, on aura peut-être des 200 logements. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on va faire, ça sera un seul projet sur l'entier d'une vingtaine de projets, comme par exemple on a maintenant en cours. C'est-à-dire, on répartit fortement les risques en disant, OK, on en fait un gros sur du long terme, entre guillemets, parce que ça va prendre passablement de temps pour avoir un plan de quartier. Ensuite, discuter avec tout le voisinage, trouver un développement qui s'intègre bien au site et aux caractéristiques du bâti existant. Et puis, après encore, tu dois passer par une demande de permis de construire. Donc là, tu risques encore d'avoir quelques oppositions, même si tu as déjà eu ton plan de quartier en force. Et tout ce temps-là, en fait, peut durer rapidement, on va dire au minimum 2-3 ans. Mais ça pourrait aller jusqu'à 10 ans, le temps de chaque opposition à chaque niveau. Ça, c'est canton de Vaud, ça. Non, mais même, Sur Genève, on est plus sur Genève, 10-15 ans. Ça dépend des cantons, en Genève, effet. de plus en plus, maintenant, il y a ce qu'on appelle les zones de développement. C'est vrai que c'est des zones dans lesquelles où, généralement tu es censé faire un PLQ, ça s'appelle un plan quasi quartier pour le coup. Et là, ça prend vraiment du temps. Le temps de faire valider ton PLQ, ensuite ton développement. Là, pour le coup, tu as vraiment les politiques qui sont, ou en tout cas le département de territoire, qui sont impliqués à fond dans le projet. Ça peut vraiment, comme tu dis, 6, 7, 8 ans, parfois plus. Donc c'est bien d'avoir aussi des projets où tu vas jusqu'au bout assez rapidement, où tu l'as pas quasiment oublié, quoi. Puis pendant ce laps de temps, il faut penser que, en fait, en 10 ans, l'argent que tu as investi au départ, on va dire, si tu, par exemple, achètes sans condition un gros terrain sur lequel tu vas faire un plan de quartier, etc., c'est de l'argent qui valait peut-être X au moment où tu l'as acquis, mais que dans 10 ans, en fait, tu as aussi une marge de risque de te dire à combien, qu'est-ce qui va valoir, en fait. Ouais. Et ça, c'est une inconnue, parce que tu sais jamais, en fait, comment va se passer le marché d'ici là, durant 10 ans. Est-ce qu'il y aura toujours autant de demandes dans la région sur laquelle tu as fait un projet ou pas? Et c'est un gros risque que tu prends, et tu dois vraiment te demander cet argent investi, qu'est-ce qui me rapporte par année pendant ces 10 ans, c'est un peu ça. Ou est-ce que j'aurai le meilleur temps de faire un petit projet ou que des moyens projets qui, eux, vont durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ça un peu la question. Ok, d'accord, ouais, excellent. Donc vous, alors, vous les deux à Genève, Kevin et Fernando, vous êtes plutôt, vous achetez, vous louez, vous vendez une partie, vous développez un projet que vous vendez, en fait, vous gardez une partie du projet? On garde toujours une partie du projet et on met simplement en location pour pas perdre des sous. On part du principe que les bâtis qu'on achète, ils sont dans des états quand même assez corrects. On met toujours un petit coup de rénovation parce que ça c'est un petit peu notre corps de métier. Moi je viens de la rénovation. Et on les loue correctement pour développer en guillemets tranquillement le projet et faire vraiment ce qu'on veut et le plus abouti possible en fait. Pas faire quelque chose sous condition et puis on doit vite déposer, vite vendre. C'est tout dans la précipitation et je pense que tu peux pas faire de la qualité en travaillant comme ça. Et voilà, on est parti de ce principe-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous réussit. Et je pense qu'on va continuer parce que c'est prometteur et puis on aime bien toujours garder un lot. Tu dis que tu as construit quelque chose à côté d'un bâtiment que tu possèdes. C'est notre philosophie, c'est notre façon de faire aujourd'hui. On est sur des projets aussi un petit peu à plus long terme en parallèle, mais vraiment au jour le jour, c'est ce qu'on fait au quotidien, quoi. Ah, excellent, vous créez en fait un patrimoine au final, quoi. C'est une valeur patrimoniale des projets. Tu as un patrimoine générationnel finalement, tu vois, tu es en train de créer quelque chose qui te dépasse, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me plaît et ça t'oblige aussi à t'impliquer réellement dans ton projet immobilier parce que quand tu gardes un lot, tu fais pas un projet que tu vends et puis que tu passes à un autre. Là, pendant tout le long de la construction, même si tu as vendu avec des contrats d'entreprise générale ou entreprise totale, finalement, tu es toujours impliqué parce que tu gardes un des lots, tu es sur place, ta réno, tu essaies de l'imbriquer au meilleur moment parce que forcément, jusqu'à un moment, tu as un locataire. Donc voilà, c'est un truc qui t'oblige à t'impliquer beaucoup plus fortement dans le projet. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît finalement. Parce que sinon, autant j'adore la mise en place du programme, autant finalement la construction, c'est le réel, tu vois. C'est que tu vas sur place, tu vois les ouvriers, tu vois les gens qui travaillent réellement dans ton chantier, et sans eux, il n'y a rien finalement. Ouais, jusqu'à là, c'est des chiffres. Du coup, le plus compliqué là, dans le processus de promotion, c'est quoi? C'est plutôt
parce qu'il y a du coup, comme on a dit, hein, c'est très très généraliste, il y a plein de choses à faire. Ça part de l'acquisition du terrain jusqu'à la vente tout à la fin. Et jusqu'à la remise des clés. Et du coup, c'est quoi le plus compliqué? C'est terminer les petits détails tout à la fin, c'est de vendre, de mettre en location, bien c'est trouver le terrain et trouver le projet. Pour moi, c'est le terrain. Pour moi, c'est c'est le terrain, t'es roi. Pour moi, il y a aussi l'aspect du temps, en fait, et la gestion du risque. Ouais, et plus tu ça, gardes quelque chose en attente sur le long terme, plus ça risque d'être dangereux pour toi, en fait. Ça, c'est ce que tu peux faire si t'as beaucoup de cash, quoi. Alors, pas forcément si tu as du cash ou les moyens financiers, c'est que te dire, en fait, qu'est-ce que ça va être demain, le marché? Comment je vais faire? Si tout d'un coup, le marché tombe, comment je vais vendre mes lots? Est-ce que je vais continuer à bien dormir la nuit ou pas? Tu vois, c'est un peu le problème. Puis souvent, en fait, comme on a pu le vivre récemment, tout le monde a un peu parié sur on va dire, il y a 6 mois, 8 mois. Tout le monde se disait, ah, l'immobilier, c'est comme ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, les gens, ils ont continué à supposer que ça allait monter sans fin. Et là, en fait, on voit gentiment arriver un petit changement de paradigme où ça se calme. Et puis, en fait, moi, je reçois passablement de dossiers de gens qui arrivent au terme et au moment en fait, où ils doivent payer le terrain. Et en fait, malheureusement, ils n'ont pas les moyens financiers du fait en fait, qu'ils avaient prévu en fait, de vendre encore plus haut. Okay. Et du coup, ils doivent remettre leur projet parce qu'ils ne peuvent pas acheter le terrain, parce qu'entre-temps, ils n'ont pas réussi à vendre les appartements ou les villas. Parce que voilà, ils se sont dit, nous, on va vendre à 14 000. Du coup, on achète le terrain beaucoup plus haut que ce qu'il valait réellement. Et en fait, en vrai, tu te retrouves avec des logements que tu peux vendre 12 000. Ouais. Et en fait, ces 2 000, c'est de la perte, tout simplement. Donc en fait, ça c'est des promoteurs un peu amateurs du coup, qui sont, ou même pas forcément amateurs, mais un peu optimistes du coup. Un peu trop optimistes, on va dire. Un peu trop optimistes. Et puis après, tu sais, il y a des boîtes où c'est des grosses structures. Donc tu dois faire rentrer des projets pour faire tourner la boîte. Ou c'est une question d'image aussi parfois. Ouais. C'est de montrer en fait que tu es actif. Et si tu parles... Nous, de nouveau, on est la nouvelle génération. Mais nous, notre génération, quand on regarde l'immobilier, c'est comme tu disais avant, c'est toujours progressif. Mais si tu vas un petit peu plus en arrière, tu te rends compte, il y a eu la crise des 90, je peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont passé le cap. Tu vois. Là. Et ça, c'est important de le voir. Donc, tu as 2 façons de gérer ce risque-là, c'est ou de conditionner, ou alors d'essayer toujours, comme nous on le fait, d'avoir le terrain qu'on achète, généralement, il a toujours sa valuation avec la maison existante. Donc tu te dis, là au moins, dans le pire des cas, si tu as un changement de règlement ou tu as le marché qui stagne un peu, tu as toujours une valeur, une location qui te permet de payer tes prestats. En fait, eux, ils limitent le risque en ayant une villa sur place, puis en soi, tu n'es pas forcément obligé de conditionner du moment que tu achètes une villa. En fait, tu n'achètes pas un futur projet. Tu achètes quelque chose quelque chose d'existant. C'est compliqué d'acheter une villa avec un terrain à côté conditionné, non ? Parce que s'il y a des propriétaires qui vivent dans la villa, souvent en fait, de leur dire, écoutez, moi j'achète, par contre j'aimerais construire 3 villas à côté sur ton terrain, on conditionne à l'autorisation des 3 villas. Ça, il y en a qui le font. C'est du cas par cas. Ça, il y en a qui le font, on en a déjà vu, il y en a de plus en plus. Si je vends un bout de parcelle à côté, ça va payer ma retraite ou donner un peu de sous à mes enfants, et un promoteur il arrive, moi je vous fais 2 villas, j'achète la moitié de votre parcelle. Après nous on n'aime pas trop ça, tu vois. Mais tu on préfère acquérir la maison justement qui est en vente, plutôt que propriétaires privés, ils se disent, j'ai besoin d'un peu de sous, qu'est-ce que vous pouvez faire sur la moitié de mon terrain? Ça, on est un peu moins fan, parce que du coup, on achète un terrain nu. Ouais. Donc, le terrain nu, demain, peut-être qu'il vaut 0. Ouais. Alors là, on a la latte dans le canton de Vaud. Genève, on est moins réglementé là-dessus. T'as les PDCOM maintenant. Mais t'as les PDCOM, donc tu peux être déclassé suivant la zone. Mais demain, tu peux acheter un terrain, il vaut 3 francs, quoi. Donc, c'est le risque. C'est pour ça qu'on achète toujours un bâti. Que si on n'arrive pas à vendre au prix qu'on pensait au début, comme disait Jordan, au moins on a le bâtiment, il a une valeur, donc soit il nous rapporte des sous en rendement, soit on le vend, mais en guillemets difficilement moins en dessous du prix qu'on l'a payé. Ouais, et puis ils peuvent toujours attendre en fait de se dire voilà, maintenant je peux pas faire le projet sur la partie à côté parce que c'est bloqué. Par exemple sur le canton de Vaud, ça peut être dans des zones réservées pendant 5 ans vu qu'ils refont leur plan d'affectation. Et pour Montreux encore qu'il y a un autre problème, c'est encore plus difficile on va dire que les autres communes. Mais tu as des communes en fait qui ont guillemets trop densifié leur bâti et qui sont trop écartées en fait de leur centre. Et de ce fait, ils ont dû refaire des plans d'affectation parce que le canton leur a dit par exemple tel et tel village, maintenant vous avez le droit jusqu'à 2035 d'avoir que 30 habitants supplémentaires. Et en fait,
mince, dans toutes les zones qu'on a, on peut faire pour 1000 personnes. Tu vois, c'est typiquement la parcelle que tu avais analysée pour nous. Je te remercie d'ailleurs de ton analyse. En fait, à Genève, avec le moratoire, tant que les communes elles n'ont pas appliqué leur plan directeur communal, toi, t'es un peu dans l'inconnu, tu vois. Parce que le plan directeur communal définit aussi les zones dans lesquelles tu peux densifier et les zones dans lesquelles tu peux pas. Alors, tu as des communes qui ont été très très rapides et il y en a d'autres un peu moins, tu vois. Donc nous, ce qu'on essaie toujours de faire, en tout cas, c'est ok, le bâtiment existant, il doit avoir une valeur, mais il doit surtout, dans le cadre légal actuel, donc en l'occurrence, en général, c'est 0,25 ou 0,3, être rentable. Et puis, si tu arrives à obtenir une densification, mais généralement, tu essayes quand même d'analyser où tu es en train d'acheter une parcelle et de faire en sorte d'avoir le plus de chances possible que tu sois dans la bonne zone, et là, tant mieux pour toi. Mais il faut que ton projet, il tourne aujourd'hui avec le minimum. Et si tu arrives à obtenir mieux, tant mieux. Mais le problème, c'est que dès le moment où tu demandes une dérogation, ça reste une dérogation. Donc, face à toi, tu as des gens... qui auront plus de pouvoir. Exactement. Mais au-delà des oppositions, en fait, c'est qu'ils auront un meilleur argument parce qu'en fait, toi, tu respectes pas le règlement qu'on te donne. Exactement. Donc, ils peuvent que gagner. C'est soit tu te mets d'accord parce que tu fais une dérogation, soit tu vas perdre tout simplement au tribunal, non, etc. Tu vois, c'est dommage parce que tu vois, j'ai pas envie de partir dans la politique en général, mais pour moi, le principal problème à Genève, c'est le manque de logement. Logement vacant, je crois qu'on est à 0,26 ou 0,28. Pour moi, le politique... 0,38. Non, c'est en dessous de 0,3. Je peux te mettre le pari là maintenant. Ce matin, le logement c'est vacant à Genève. On était à 0,38 là sur les stats, mais peu importe. 0,38. Mais bref, on contrôlera ça et tu mettras une légende. Ça, c'est important. Non, mais ça, c'est important. Non, mais c'est terrible. C'est rien, en guillemets, c'est rien. C'est les logements vacants pour qu'ils soient rénovés. Et c'est tout. On a vu ce matin à Zurich. Zurich, c'est 0,1. 0,1, il y a 200 appartements disponibles à Zurich. Ça veut dire qu'en gros, c'est 200 appartements qui sont en train de changer. Il y a un déménagement. Exactement. C'est ça. Oui, mais tu vois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le politique, pour moi, il doit régler les problèmes de fond. Que tu sois d'un bord... tu voulais pas parler politique. Non, mais que tu sois d'un bord ou d'un autre. Non, mais de nouveau, que tu sois d'un bord ou d'un autre. L'important, c'est de régler le problème de fond. C'est les gens, ils ont de la peine à trouver du logement. C'est ça que tu dois répondre. Et nous, quand on se rend compte que parfois, on va avec des projets en densification et que la première chose qui est mise sur la table, c'est pourquoi on fait autant de logements, c'est compliqué à comprendre, tu vois. Parce que tu te dis, moi je m'en fous finalement que tu votes de gauche, de droite, de centre, tu sois écologiste ou que tu roules en 4x4, tu vois. Moi ce que je veux, c'est que tu répondes à un problème. Le problème c'est le logement. Tu définis une zone dans laquelle je peux densifier, laisse-moi densifier, tu vois. Ouais, bien sûr. Non mais là le problème pour moi il est là. En Suisse, on a un gros problème. Ouais. On va dire qu'en fait, entre le droit supérieur de la Confédération, ensuite qui donne du pouvoir aux cantons sur leur base, et ensuite aux communes, en fait, tu arrives à une problématique que en fait, certaines communes n'ont pas vraiment envie de respecter le droit supérieur du canton. Et en fait, quand toi, tu arrives avec un projet pour densifier dans une jolie zone d'une ville vaudoise, par exemple, généralement, on peut te mettre des bâtons dans les roues en disant, voilà, là, tu arrives avec un projet de 6 niveaux, alors qu'autour, il y a des villas. Mais en soi, ils ont fait un aménagement du territoire comme quoi c'était de la forte densité parce que tu es très proche d'une gare, parce que tu es proche des transports en commun, parce que tu es proche des commodités, parce qu'il y a les crèches, les écoles, il y a tout sur place en fait. Et l'optique de plus vouloir utiliser la voiture, c'est aussi de densifier vers les centres où tout est disponible pour les personnes qui y habitent en fait. Tu as ton travail à proximité et tu as tout à proximité. Et la problématique, c'est que ils n'en veulent pas de ces nouveaux projets certaines fois. C'est clair. Et on ne veut pas forcément bouger, où on fait des immenses projets à l'extérieur des villes qui peuvent devenir parfois des cités dortoirs. Et je ne pense pas qu'il y a un aspect qualitatif qu'ils amènent en fait dans ce genre de projet. Bien sûr, on parle beaucoup de mixité sociale, etc. Mais au final, quand le projet il est terminé, je ne suis pas sûr que les gens ils vont tous au milieu sur la place à faire des fêtes ensemble, etc. Enfin, quand il y a des barres d'immeubles de 9 niveaux. Je trouve. T'as la réalité sociale finalement. Absolument. Ouais. Vous avez déjà vécu dans un des projets à vous une situation un peu spéciale où justement vous êtes confronté à l'acquisition d'un terrain ou alors au moment en fait de l'estimation du plan financier, des études de faisabilité,
si tout d'un coup a une restriction de bâtir à cause de la latte ou à cause d'un truc comme ça. Généralement, tu le vois avant de faire l'offre, tu vois, sinon Ouais, t'es pas sérieux. mais dans l'étude, ou alors un vendeur qui Alors sait dans même pas, en l'étude, fait. c'est tous les jours. Parce que Alors, tous les jours. Ouais, mais il y a des vendeurs qui arrivent pas à suivre, des propriétaires ils suivent pas, ils arrivent pas à suivre, ils savent pas la latte, tout ce qui se passe. Mais je vais me l'évolution permettre de leur terrain. le contredire en fait, parce que au-delà du fait de savoir ou ne pas savoir, bien sûr, si tu as une servitude de restriction au droit de bâtir, par exemple, Ouais, c'est-à-dire c'est quelque fixé. chose qui t'empêche de construire sur ton terrain, c'est logique que tu le vois. Et là, effectivement, Bien sûr. si tu le vois pas, il y a un problème de fond sur est-ce que tu es vraiment professionnel Analyse. ou pas. C'est que t'es pas un promoteur. Par contre, moi j'ai déjà eu des autres problématiques où Récemment. où- et c'est encore un autre projet, pas celui que tu penses, où j'avais en fait chiffré mon plan financier en fonction du fait que j'allais faire un immeuble dans une zone village, donc vraiment dans un centre d'une localité vaudoise. Et en fait, en arrivant, on a dû discuter avec la commission d'urbanisme de la commune, etc. Et en fait, on devait faire un immeuble de 5 niveaux. Et en finale, on s'est retrouvé avec 2 villas. Parce qu'ils ont dit, soit c'est ça, soit c'est rien. Donc à un moment donné, Ouais, mais ça change le prix du terrain. Hein. effectivement, forcément. tu dois discuter avec les propriétaires. Et souvent, ce qu'on fait en amont, justement, pour éviter ce problème, c'est que de nos jours, vu qu'on sait plus vraiment à quelle sauce on va être mangé, on peut dire, c'est que tu prévois en fait un prix en fonction des mètres carrés que tu vas pouvoir construire ou pas. On va plus dire en fait je te paye ce montant fixe et puis c'est fini. On va dire voilà, si la commune ou l'État me permet de faire 1000 mètres carrés, je vais payer 1000 mètres carrés à X francs. Mais par contre, si elle me permet que 800, bah, je vais payer 800 au même nombre de francs, tu vois. Ok, donc de surface constructive du bâtiment. Exactement. que tu peux faire. Ok, ouais, excellent. Et en fonction de Ça, ça, en c'est fait, du tu limites tes conditionnement. risques. Ouais, c'est du conditionnement. Il faut Exactement. trouver le propriétaire qui est d'accord. Exactement. Oui, mais ça fonctionne sur un terrain Sur un truc un peu plus gros. gros et un terrain nu. Et sinon, bah, tu peux leur dire pas de souci. Moi, j'achète juste à la valeur de la villa. Parce que Après, eux, tu vois, ils ce feront qui s'est aussi, passé, c'est pratique. ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années, c'était un peu plus problématique. C'est que les gens avec les intérêts négatifs, ils étaient prêts à acheter quasiment n'importe quoi. Et du coup, nous, notre offre, elle se base en fait sur quelque chose de très simple. Hein. C'est qu'est-ce que tu peux construire dessus, combien ça te coûte à la construction, combien tu vends, et ça donne en fait ce qui te reste pour le foncier. Donc, si Ça ce qui marche. te Ouais, bon, la marge, Oui, t'es obligé de la la marge, calculer tu parce dois que sinon calculer. la banque elle te finance pas, tu vois, si t'as pas de marge. Bien sûr. Non, mais ça paraît évident. Non, bien Mais sûr. voilà, on travaille pas. Moi, ça me fait rire parce que récemment, on a eu le cas où sur un projet, on nous a dit on devait pas gagner d'argent sur ce projet. Bah alors faites-le vous. Tu vois, je veux dire, C'est en clair. l'occurrence, c'était des politiques face à nous. Mais là, ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est que récemment, on avait des gens qui étaient prêts à acheter cash des maisons à des prix au-dessus que nous pour faire un développement. Il y a eu certaines études récemment, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui disaient en fait que dans le marché roman, en l'occurrence, les gens achetaient leur villa ou leur appartement environ 25% de plus que la valeur réelle. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on est vraiment parti dans un marché qui n'avait plus de sens Il y a du plus fait rien de à ces taux d'intérêt Parce que où l'argent te coûte coûtait rien. Ouais. Exactement. On va dire que tu empruntais à 1%, 1 million, ça te coûtait 10 000 francs. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, si tu empruntes, ces 10 000 francs sont transformés en 30 000 annuels parce que tu es à 3% maintenant. Et la Et différence, ça c'est que change ton la donne. argent aussi, il te coûtait de l'argent aussi. Tu vois, Exactement. il y en a En beaucoup plus, qui en plus investissaient d'avoir de l'argent. Ouais. Parce que des fois, on allait voir des maisons. Je me rappelle d'une maison, en l'occurrence, c'était 3,5, je crois qu'elle était à vendre. Puis moi, je visite le truc avec Kevin. Je dis, mais vous vous rendez compte que cette maison, elle sera jamais évaluée par la banque à 3,5. Puis le courtier nous répond, oui, mais nous, la plupart des gens mettent 50% d'apport. Ouais, c'est incroyable. On l'a senti Ok. ça dans les résidences secondaires. Ouais, mais là, Par exemple, t'imagines, effectivement. t'as juste un petit cap. D'un coup, t'as une correction de 5-10%. En fait, toi, t'as mis quoi? T'as mis ton deuxième pilier dedans? Qu'est-ce que t'as mis réellement, en fait, comme argent? Tu vois? Généralement, les gens ils mettent toutes leurs économies dedans pour C'est- pouvoir acquérir une fois un bien, que ce soit un appartement ou une villa. Et du coup, ils n'ont pas le droit à cette D'ailleurs. marge d'erreur supplémentaire, on va dire. Et quand la banque, elle te dit « Ah ben votre bien, nous on pense qu'il vaut 1 million, et sur le marché il est 1,2 million. Si tu veux toi l'acheter 1,2 million, ben, tu vas devoir mettre tes fonds propres de 20%, plus tu vas mettre 200 000 pour le coup de cœur que tu as eu pour ce bien. Plus parce c'est que faire tu la l'achètes. gestion. Exactement, plus
parce que tu l'achètes trop cher en fait, tout Ah simplement. ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, la banque évalue ce que tu achètes. Ouais, c'est Exactement. sûr. Elle veut te protéger aussi. Hein. Ça, tu connais bien, C'est ça. l'objectif de la vente. Ouais, bien sûr, moi je connais bien. Elle va valider les prix en effet, mais y compris pour nos projets de construction où elle Pour les doit projets dire neufs, ouais. Ouais, les exactement. projets neufs. Ça tu vaut vois, je trouve ça, et C'est un elle bon- qui détermine aussi le prix auquel on doit vendre. Hein. au final, Ouais. exactement. Bon. C'est la banque qui choisit. Ouais. Elle donne son avis. Ouais. Après, c'est assez fou des fois la différence que tu as entre une banque et une autre, mais c'est vrai que c'est quand même un garde-fou, c'est d'avoir la banque qui doit te valider tes prix de vente pour être sûr que finalement tes acheteurs ils Puissent se être fassent, financés. ils se fassent financer. tu vois. Ouais, c'est clair. C'est Ça- sécurisant, c'est très sécurisant. Alors actuellement, je trouve que c'est sécurisant de nouveau. Mais effectivement, quand on avait des taux plus bas et que l'argent coûtait rien, j'ai trouvé à un moment donné que les banques elles finançaient à des prix qui étaient très élevés. Ouais, c'est dingue. Ça dépend aussi, ça dépend de la solvabilité de l'acheteur. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Les banques, elles ferment un peu les. Enfin, en tout cas. Alors c'est assez à la tête du on l'a client. vu. Ouais, c'est un peu la tête du client quand même. Enfin, je veux dire, elle finance beaucoup plus facilement à quelqu'un qui est très très solvable. Oui, ça oui, mais tu peux pas vendre des villas à 2 millions, la mitoyenne, si tu sais que la banque va la valider à 1,8 million. Quand Ouais, bien bien même sûr. tu vas avoir des clients qui vont mettre beaucoup plus que les 20%. Toi, il faut que tu te fasses valider ton prix. Mhm. Ouais, bien sûr. Tu bien vois sûr, ouais. Mais du coup, avec les taux d'intérêt qui sont montés là, vous attendez à quoi? Moi, je pense qu'il va y avoir une petite stagnation sur un certain laps Ouais, de pareil. temps. Et après, je pense pas qu'on va avoir une grosse baisse, on va dire. Mais je pense qu'il va y avoir une stagnation, voire petite correction. Ouais, mais légère, parce que Mais- des terrains nus finalement, ou un terrain, Comme on Ouais, disait, ils la vont toujours plus raréfaction des terrains et aussi le fait des vacants. C'est-à-dire que tellement de logements sont manquants qu'à un moment donné, on va devoir loger les gens d'une façon ou d'une autre. Donc les gens devront toujours acheter, toujours louer. Et en fait, la problématique, c'est qu'il y a tellement peu de logements que ça laisse un peu trop de liberté, on va dire, sur les prix de vente ou de location. ouais. Et puis, en même temps, bah, tu as énormément d'inflation, donc les prix des matériaux, bah, ils prennent l'ascenseur. Donc toi, tu n'arrives plus à construire aujourd'hui au prix que tu construisais il y a une année ou il y a 2 ans. Donc, Et puis ça augmente forcément les prix de vente. Bah, bien sûr, indirectement, pas que ouais. le prix-vente. Ouais. Bah, en fait, il y a eu deux problématiques. C'est les matériaux, paf, augmentation. Et puis de l'autre côté, le marché qui s'est un peu calmé, qui a stagné, récession. Donc tu as une double correction un peu qui arrive pour les personnes qui ont supposé un peu. ouais, eux, à la eux, hausse. ils prennent cher. Et eux, je pense que malheureusement, il y en a qui vont prendre des claques. Les promoteurs. Bah, ceux Effectivement, qui ont, je qui ont pense. trop des petites marges, tu vois. Mm. Parce que finalement, souvent, on pense en montant. Il faut que tu penses en pourcentage. Si sur un projet, bon, nous, on ne rentre pas honnêtement sur des projets où tu as 10% de rendement. Je sais qu'il y a beaucoup de promoteurs qui rentrent là-dedans. Nous, on ne peut pas se permettre de faire énormément de projets. Donc, ceux qu'on choisit, c'est des projets où on sait qu'on marche davantage. Mais si tu as 10%, puis que tes coûts de construction, d'un coup, ils prennent 5, 6, 7, 8, comme c'était Comme le ça a cas, été le cas, et qu'en même temps, bah, tu peux vendre un tout petit peu moins cher que ce que tu avais l'intention de vendre, bah, t'es déjà en perte. bah, Ouais. tu gagnes pas d'argent. Ouais, ça Et va puis il vite, suffit que d'un coup, bah, je sais pas, récemment on a eu le cas, c'est la Sabra qui t'impose d'orienter tes villas dans une autre orientation, puis tu dois racheter une servitude, puis c'est 50 000 balles là, c'est 100 000 balles là, t'as une opposition, le mec il veut une haie, bah, ta marge elle a disparu. Tu vois. Ouais, c'est clair, il y a une grosse inconnue dans les oppositions aussi. Ouais. Ouais, mais du coup, ça va freiner vos acquisitions ou pas du tout? Pas spécialement parce que nous, de nouveau, on achète quelque chose qui est construit, d'existant. Donc si on achète au bon prix aujourd'hui, voilà, Mais c'est sûr. vous achetez toujours avec un potentiel de développement. On achète Toujours. toujours avec un potentiel. Toujours. On va rien acheter avec zéro potentiel. Où on se dit ah non, éventuellement si là ça s'est déclassé. Non, c'est aujourd'hui il y a un potentiel de développement si on n'achète pas le bâti. Puis nous, pour notre part, on a toujours un peu géré le risque en disant voilà, il y en a, ils essayent d'acheter à des prix qui nous paraissent vraiment surfaits. J'ai eu le cas où il y a des gens qui avaient fait des offres 30% plus hautes que moi. Et je me posais des questions, est-ce que je ne sais pas calculer, est-ce que je fais tout faux, etc. Et puis en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir La première fait année, l'acquisition de certains de ces la terrains. première année, je pense parce qu'on fait peut-être une dizaine d'analyses par semaine. Tu vois. La première année, on a fait je sais pas combien d'offres où à chaque fois tu avais des gens qui se positionnaient plus cher que nous. Au-dessus, mais Et pourtant, tu vois, moi c'est simple, hein, tu vois, c'est un tableau Excel où je rentre mes chiffres, c'est ouvert ou c'est rouge, tu vois, il y a pas plus. C'est un peu go, no go. Hein. c'est ouais, go, ouais, no c'est go. c'est binaire comme truc, il n'y a, pas de Exactement. Et peut-être. des fois, tu vois, Non, en face c'est de pas- moi, y a j'ai pas un de- mec qui va me dire ouais, bah écoutez, pour 100 000 balles de plus, ça passe. Je fais oui, mais moi pour 100 000 balles, c'est rouge. Je vais pas, nous c'était C'est no trop go. risqué. tu vois. Après, Même il y a si eu en une fait, t'as quand période- même une marge, tu vois. Ah, il y bien a quand sûr. même eu une période où alors à Genève, une période où il y avait rien avant. Donc dès que tu avais un truc avant, bah, les promoteurs, comme à différence d'avant, ils ont une boîte à faire tourner. Donc il y a des salariés, il y a des charges. Donc pour rentrer de l'argent, il faut quand même faire des projets. Donc ils étaient prêts à acheter à des prix, mais aberrants.
Même Nous, s'ils on- tournaient à zéro, plus ou moins. Même c'est ça. s'ils gagnaient, mais non, Ouais. même s'ils gagnaient 0 francs. Juste pour faire tourner la En boîte. Juste fait, pour ils avaient faire leur tourner marge la de boîte. 10, mais en fait, ces 10, bah, c'est leurs coûts généraux, tu vois. Donc Ouais, en ouais. fait, tu payes tes salaires, tu payes tes. Et c'est Ouais, pour c'est ça ouf. qu'on voit des prix d'acquisition aberrants. Et du coup, ben, le voisin, il dit ah, mais il y a 2 ans, il y a 5 ans, ça s'est vendu 2 Ah, millions. la moitié du prix. Non, parce qu'il payait, il payait des prix de malade. Et aujourd'hui, il dit, monsieur, moi, 1,5 million, je sais pas si je vais arriver à vous payer ce montant. Donc, ça a faussé le marché. En tout cas, à Genève, ils ont vraiment. Il y a certains promoteurs, on fait du mal au métier. Puis le risque, en fait, c'est que certaines personnes, du moment qu'elles vous mentionnent un montant à un propriétaire, c'est vraiment très difficile de leur dire excusez-moi, ça vaut 30% de moins Trop ou tard. 40% de on moins. a eu le cas dans un projet en commun. C'était il y a 5 ans, la maman de. Non, c'était il y a plus de 5 ans. Il a dit, je sais pas, elle avait eu une offre, c'était encore de l'époque de la maman. Elle a eu une offre, mais Il y a gigantesque. X années, à un prix qui avait rien à voir, bah, en fonction de ce Qui était pouvait possible de être construire, en construit fait. à l'époque, en Ah, fait. bon, ouais. Aujourd'hui, on peut construire 2 fois moins. Donc forcément, l'offre qu'on a communiquée, ben, elle était Plus ou moins de moitié. plus ou moins la moitié. Ouais, c'est Donc clair, c'est clair. la personne, Elle était choquée, malheureusement. Comment ça Mais bon. Elle était choquée. Ouais. Et le problème, c'est que voilà, tu annonces un prix de vente, ben la personne, elle le prend pour acquis. Et là- c'est votre terrain aujourd'hui, si je peux faire une cabane de jardin, bah, il vaut pas grand Il chose. faut une cabane de jardin en terrain. Si je peux faire l'Empire State Building, il vaut peut-être plusieurs centaines de millions. tu vois. Ouais, c'est clair. Les Non. gens comprennent pas. Ils arrivent ont pas à beaucoup de peine à comprendre que le terrain il vaut soit ce qui est construit dessus, soit ce qui est constructible. Non, parce qu'ils ont un bâti qui a déjà une valeur sentimentale. Non, mais même un terrain nu. Alors, Même un terrain nu. terrain je veux nu, dire, je veux dire, pour eux, ils se disent le voisin là-bas est juste quelques rues plus loin. Il a vendu Il a tel et vendu- il a tel. vendu vendu 600 tant, francs le mais mètre c'est carré. basé sur. Moi, c'est 600 francs le mètre carré. Et peut-être c'est pas la Ouais. même zone. Et il peut construire Bien deux sûr. fois Ah, moins. bah, Du coup, exactement. C'est pas le même. Bah là, avec quoi. les nouveaux plans directeurs communaux, t'as vraiment des fois des rues où à droite, bah, tu peux fais faire des villas. 3 villas, puis à gauche, tu peux en faire 6, tu vois, Ouais, c'est sur la clair. même parcelle. Ah, mais c'est du simple au double. Hein. Puis en fait, logiquement, on paye nous que ce qu'on peut faire en termes de mètres carrés en fait, sur une parcelle. Bien sûr. C'est-à-dire, si tu peux construire 1000 mètres carrés sur une parcelle, tu vas la payer tant. Même si la parcelle au sol, elle fait 300 mètres carrés, tu payeras en fonction des mètres carrés que tu peux faire dessus. Ouais, 100% Et c'est d'accord. tout. En fait, il n'y a pas de valeur de terrain à proprement dite uniquement sur la base de la parcelle, mais tout est en fonction en fait, de l'utilisation que tu peux faire de la parcelle et des droits à bâtir que tu auras. C'est pour ça d'ailleurs que c'est hyper pertinent les offres conditionnées au nombre de mètres carrés constructibles que tu peux faire. Ouais, mais ça, Ça, Exactement. c'est tu vois. c'est- Le problème, c'est c'est dur de faire qu'il y a passer. très peu de propriétaires qui Ah, c'est acceptent clair. ce genre d'offre. Et puis, c'est la gestion du temps aussi. Parce que quand on leur dit, voilà, c'est conditionné à un certain nombre de mètres carrés, mais vous aurez l'argent potentiellement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'il y aura des oppositions? Est-ce qu'il y aura des recours? Est-ce qu'on va au tribunal cantonal, ensuite au tribunal fédéral, puis paf, Ouais, c'est clair. tu prends un Ouais, certain ça nombre peut- d'années ça tout d'un Ça les coup. calme, ça les calme. Et ils veulent pas attendre ce laps de temps en fait. Ouais, ouais. Ah, on veut tout de suite. Ouais. Et je pense qu'il y a Effectivement. aussi une part, les courtiers ont une part à jouer là-dedans. Alors nous, de plus en plus, on essaie de parler en direct avec les propriétaires sans du tout vouloir court-circuiter le courtier. Et il fait son travail, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que nous finalement pour expliquer la méthodologie en fait de l'offre. Et donc de plus en plus, on essaie de parler en direct parce que bah, souvent le courtier il se dit bah, vente à terme, ça vous change rien. On fait une vente à terme plutôt qu'une promesse d'achat. Bah, ouais, mais vente à terme, ça change tout pour nous. Tous les intervenants en fait Tout. doivent se rencontrer, je vais pas dire directement, mais assez rapidement en fait pour travailler main dans la main, puis trouver un peu des intérêts pour chaque partie prenante, et puis que tout le monde y trouve son compte au final. Ouais, c'est clair, c'est clair. Du coup, dans vos projets à vous, Fernando et Kevin, vous faites, vous suivez les chantiers quand vous faites des rénovations, constructions. Non, Vous tous les jours sur appelez les un chantiers. architecte et, On est tous qui les jours s'occupe de tout. Alors si Ok, tu tous fais les appel à une jours, entreprise ouais. générale, l'entreprise générale, c'est son boulot. Mais on fait généralement un rendez-vous de chantier par mois. Mais comme souvent, on a quand même soit une des maisons, soit un des lots, on est sur place. Et là, en l'occurrence, on a un chantier, on est tous les jours dessus. Même si, moi, je suis pas doué du tout en construction, tu vois. Mais c'est important d'y être. Ah, Tu bien vas, sûr. tu Non, dis il faut bonjour voir aux ce qui s'y gens, passe. des fois, c'est des petits trucs, tu as un truc qui te plaît pas, puis tu vas pouvoir réagir tout de suite plutôt qu'attendre 4 jours et puis tu dois casser. Kevin est beaucoup plus doué que moi finalement, surtout dans cet aspect-là. C'est complémentaire comme ça. On a très complémentaire, Mais exactement. moi j'adore. Des fois je lui dis des fois on fait 20 bornes pour passer 10 minutes. Ouais, simplement Mais aller juste, faire un tour voilà, et la voir présence, on est voir en passé. fait ce qui se passe et te dire ah, putain, le mec il a mis un mur là, on voulait pas du tout un mur, ou en fait ça rend. En fait, Vous avez Parce pas des que- plans bah non, mais
Non, mais On va parler des plans. Ouais, mais même peut-être en construction neuve où ça pourra nous arriver une fois. Putain, un architecte, il dessine son truc, machin, ouais, X mètres. À la construction, ben, ton plan, il est en train de se matérialiser. Ouais. Mais en fait, peut-être que l'architecte, il est pas hyper doué. Et puis non, mais sincèrement, son Ça plan, arrive, ça arrive. ça arrive Non, mais malheureusement. c'est pas ça, c'est que des fois, Mais t'as une vision. T'as une vision d'un truc, Qui est et puis en différente. fait, à la construction, tu te dis, non, mais en fait, ça joue pas. Mais se rendre compte en fait dans Et l'espace, se c'est très rendre compte difficile. que ben, tu as une cloison qui va être montée là. Tu dis non, mais cette cloison, elle va pas là. On va juste la décaler, je sais pas, de 1 mètre. Ouais. Ben, si t'as pas été sur ton chantier, tu te rends pas compte et puis tu te rendras compte que quand elle est montée, puis tu dis non, mais ça va pas. Faut la détruire. Tu perds de l'argent, du temps. Donc c'est important d'être présent et de voir l'évolution en fait de Puis, chacun son ce que tu métier. as pensé. Le courtier, pour lui, c'est génial d'avoir une salle de bain par chambre, par exemple. Puis le archi, il va dire c'est génial de mettre une baie vitrée de 9 mètres. Mais toi, c'est toi finalement qui dois choisir ton programme. Qui Donc paye. peut-être que la baie vitrée de 9 mètres, tu vas la mettre dans une commune, mais pas dans l'autre, tu vois. Ouais. Peut-être que la salle de bain dans cette chambre-là, tu vas la mettre, mais pas dans l'autre. Peut-être que tu vas mutualiser des colonnes de chute. Il y a plein de petits aspects qui peuvent... et nous, en tout cas en réno, ça nous arrive très régulièrement de changer, mais changer pour mieux, tu vois. Ouais, bien Si sûr, t'as- bien tu sûr. peux Il le faut faire. s'adapter. On est Tu t'adaptes. dans un domaine où il faut s'adapter. Et des ouais. fois, il faut écouter. D'un coup, tu as une idée précise, préconçue. Puis tu as ton carreleur, il dit mais moi, j'aurais vu ça comme ça. Ben, fais. Ouais, C'est ton métier. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et du coup, Jordan, vous faites plus de projets, il y a quand même un plus gros volume, vous n'allez pas tous les jours sur tous les chantiers. Effectivement, nous c'est un peu différent parce que, en fait, on va dire, on fait un peu notre corps de métier, c'est vraiment l'acquisition des parcelles, le développement des projets, et après la plupart des choses on les externalise parce qu'on a envie de travailler que dans le domaine où on est à fond professionnel et on le connaît parfaitement. Et puis après, en fait, on s'entoure très bien, que ce soit pour la partie construction, la partie courtage des lots et la partie aussi architecture. Et en fait, on travaille main dans la main avec toutes ces personnes et on essaye en fait de les rencontrer. Par exemple, on a un bureau d'architecte avec qui on fait la plupart des projets. Et lui, on le rencontre tous les lundis, on fait une séance de coordination sur tous les projets qu'on a en cours avec lui. Et comme ça, on a un suivi tout le temps. Pareil pour tout ce qui concerne les constructions. On voit les entreprises, par exemple Total, qui font nos projets de construction. On essaye effectivement que ça soit une entreprise Total qui fasse plusieurs de nos projets en même temps. Et généralement, on les rencontre une fois par mois pour parler de tous nos projets de construction, s'il y a des problématiques au niveau des chantiers, s'il y a des surcoûts pour telle et telle raison, s'il y a des changements à faire, si des clients ont des questions que pas seulement l'entreprise de construction peut y répondre, mais qu'on doit aussi être présent. Donc on va dire on est tout le temps là disponible en cas de besoin, mais effectivement quand on a un volume de 22 projets en cours, dont des gros projets, on peut effectivement pas se permettre d'être tous les jours sur le chantier nous-mêmes. Mais moi j'ai eu une formation dans la société où j'étais auparavant, où on construisait également. De ce fait, en fait, j'étais souvent sur les chantiers, etc. Donc maintenant, je vais encore voir nos chantiers, un peu ce qui se passe, peut-être une fois toutes les 2 semaines, histoire d'être sûr que tout roule Juste par très bien. curiosité en fait. Exactement, Ouais, ok. aussi par curiosité, mais quand même par vérification un minimum. Ah, absolument. Après, Ça, nous, c'est qu'on aime aussi beaucoup ça, tu vois. Ça Ouais, nous c'est intéresse. tu vois, c'est- c'est ce que j'allais dire. c'est- C'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, vous êtes les 3 promoteurs, vous n'avez pas le même métier. Enfin, franchement, Si, vous faites- on a vous le faites même pas métier vous parce faites qu'on pas a la chose. même analyse, tu vois, on a la même formation. Mais après, c'est clair que quand tu commences à faire beaucoup de volume, bah, tu es obligé de déléguer. Tu es obligé de déléguer, finalement, c'est moins ton bébé le projet. Tu as choisi le programme, mais de nouveau, c'est comme tu disais, tu as donné un bureau d'archi. Après, quand tu es en entreprise totale, bah, ça veut dire que tu as un autre archi qui va te faire les plans d'exé, qui va suivre tout le projet. Nous, on aime s'impliquer. Après, forcément, quand tu t'impliques davantage, ça te demande du boulot, mais tu économises des coûts. Parce Ouais, que tout tout à ça, fait. ça coûte de l'argent. Ouais. Donc, Donc, vous, votre journée type à vous deux, on n'a pas de c'est- journée type. c'est. Ouais, bon, Ouais, mais c'est honnêtement, clair. Bah non, C'est mais pas non, journée type, sincèrement, il y mais a pas vous de allez journée type. visiter des projets Oui, potentiels. voilà, en gros, si tu veux, sur une prospecter. semaine, tu as peut-être 7-8 visites, tu vois. Des fois, il y a des semaines plus, il y a des semaines moins. Tous les jours, tu es un peu sur les plateformes, que ce soit SITG, SAD Consult, etc. Donc, c'est de l'analyse, 2-3 analyses par jour. Ça, c'est des pré-analyses, c'est-à-dire que tu reçois des annonces tous les jours, tu regardes un peu, c'est là non, c'est là oui. Puis après, si tu vois que ça commence à devenir un peu concret, tu vas visiter. Et puis après, bah voilà, généralement, on passe toujours sur un chantier. Dans notre journée, on a toujours un super resto. Ça, c'est important. Non, et puis on rencontre beaucoup de monde, tu vois. Non, mais aujourd'hui à midi, c'était super, tu vois. C'est qu'à Genève, c'est un peu différent de chez nous. Ouais, va me la faire, toi, en Valais, comme quoi vous avez jamais becté au resto. C'est que défendu. Hein.
Eux, c'est 2 fois par jour. Mais voilà, c'est. Ouais, mais du coup, Jordan, toi, ta journée un peu plus type, c'est un peu différent quand même. Alors moi aussi, de même, franchement, j'ai pas une journée qui se ressemble vraiment de A à Z. Ça qui est fait beau avec l'immobilier. 8 ans que je suis dans le domaine et comme on disait, c'est tellement vaste. On touche à tellement différentes choses, que ce soit, comme on disait, la construction, le développement, les problématiques légales, donc tout ce qui touche au droit et tout ce qu'il y a autour en fait, du domaine, c'est juste immense. Et nous, moi, comme je disais, je me suis spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est développement de projet, etc. Et tout l'aspect légal qu'il y a autour et l'aspect aussi ensuite de la construction. Mais on est obligé de s'entourer à un moment donné parce que c'est impossible de tout savoir dans tous les domaines. Faut se revoir à l'échelle à laquelle on est et on peut pas tout comprendre, tout savoir par cœur. Mais alors oui, peut-être le comprendre, il le faut. Mais par contre, on peut pas tout savoir par cœur, tu vois, pour s'en sortir. Il y a une différence entre les pseudo-promoteurs qui sortent un peu de partout là, qui font un seul projet, qui se plantent et qui arrêtent, et puis des promoteurs qui durent dans le temps en fait. Parce qu'il y en a pas beaucoup des promoteurs qui Si tu durent vraiment. t'impliques pas, Pour moi, il y a 3 c'est casquettes. compliqué. Tu vois. Vraiment, pour moi, il y a 3 casquettes. Ça, c'est un truc que j'aime bien mettre en avant parce que, histoire que les gens comprennent vraiment. Tu as le développeur IMO, c'est un mec qui a fait brevet ou quoi que ce soit, ou voilà, développeur IMO où il a appris sur le terrain. Toi, tu avais beaucoup appris sur le terrain, puis après, tu as fait le brevet, Exactement. mais tu as beaucoup appris sur le terrain. Ça, c'est un développeur IMO. Généralement, il bosse pour, je sais pas, CFF Immobilier, Steiner. Tu bosses pour des grosses boîtes. Après, tu as, pour moi, ce qu'on appelle l'investisseur immobilier. Donc beaucoup appellent ça des promoteurs, mais c'est un mec en fait qui a de l'argent et qui investit dans des projets IMO. Mais c'est pas quelqu'un qui peut analyser une parcelle. Il va demander un archi, il va demander. Mais lui, tout seul ne peut pas analyser une parcelle. Il va peut-être solliciter un développeur aussi. Il va solliciter un développeur, etc. Puis après, pour moi, le promoteur, c'est le mec qui fait les deux. Pour moi, vraiment, le promoteur, c'est le gars qui sait. Ça veut pas dire qu'il va le faire lui, mais c'est quelqu'un qui sait et développer et investir. Donc il a les deux trucs. Parce que parfois, développer, c'est facile. Quand tu bosses dans un bureau où tu as ton salaire qui tombe et que tu développes et que c'est des chiffres, c'est pas la même chose que quand tu dois aller signer chez le notaire. Puis prendre le risque. Prendre le risque, c'est pas la même chose. Et il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment ces 3 casquettes. Et la plupart des gens, et du gros, du lourd, qui font peut-être beaucoup d'argent, qui marchent très bien, c'est des gens qui ont des fois d'autres formations, qui sont très doués dans l'investissement, mais qui sont pas des développeurs. Ouais. Et paradoxalement, tu as des mecs qui vont avoir un salaire, qui vont développer très correctement, mais qui vont jamais en fait prendre le risque, tu vois. Et avant, je pense qu'à l'époque, tu parles de ça il y a 30 ans en arrière, un promoteur, c'était plus que moi j'entends comme un promoteur, tu vois. C'est un mec qui se déplaçait, qui visitait une parcelle, qui achetait, qui allait chercher le permis, qui construisait et qui vendait. Il y a aussi la problématique maintenant en fait au niveau de la législation, du temps, etc. C'est devenu tellement complexe que les promoteurs justement, ils ont de moins en moins envie de dire maintenant j'achète un terrain prendre le risque. cash, full risque, alors que tu sais pertinemment Ils ont appris que tu as une chance sur une presque exactement d'avoir des oppositions, etc. Mais on va dire qu'il y a eu un gros changement, c'est que les personnes sont beaucoup plus informées sur le fonctionnement des procédures, etc., des oppositions, tandis que peut-être il y a 40 ans, on allait serrer la main, tu buvais un coup de blanc, puis c'est bon, c'était terminé. Maintenant, ça se passe plus comme ça. C'était pas qu'en Valais. Non, c'est toujours en Valais, ça. C'est ouf. Non, mais avant, surtout, il y avait aussi beaucoup plus de place, quoi. Beaucoup moins de monde, il n'y avait pas ce problème effectivement. de vacants à 0,3, enfin voilà. Donc c'était autre chose, ouais. Bah, que l'aménagement du territoire, on l'a vu, c'est terminé d'utiliser ces surfaces d'assolement qu'on appelle, où on doit les garder en fait pour l'agriculture parce que c'est des bonnes terres en fait cultivables, ce qui est totalement logique. Et le but en fait, c'est vraiment de densifier vers l'intérieur. La problématique, c'est qu'on a voté cette loi d'aménagement du territoire, mais les gens en centre-ville, ils veulent pas de nouveaux bâtiments qui font 8 niveaux, 9 niveaux et qui peuvent potentiellement défigurer un peu le cadre bâti, le paysage, etc. Et donc, il faut trouver un peu un juste milieu et jongler en fait entre on doit densifier vers l'intérieur, pas utiliser les terres cultivables, mais que tout le monde soit content. Et c'est presque impossible, on va dire, de contenter. Le métier, il a changé aussi. Tu sais, il y a 30 ans en arrière, ou 20, 30 ans en arrière, tu avais encore beaucoup de maisons, pas à l'abandon, mais en très mauvais état, même à Genève. Parce que les grosses structures, les grosses régies, eux, s'ils développaient des projets, c'était pour faire des gros trucs. Pas des petites villas par-ci, par-là. Faire 3 villas, tu vois. Ouais. Ça, c'est une nouvelle casquette du métier qui est arrivée par la suite. Bon, ce qui est bien, c'est les projets qui vous intéressent, vous. Du coup, c'est quoi le meilleur projet que vous avez eu là? Pour moi, c'est toujours le même cas. C'est-à-dire que tu t'arrives à signer une maison qui vaut son prix, tu la loues,
tu arrives à louer correctement, tu développes un projet, tu as le temps de le développer, tu as le temps de discuter avec les différents services, adapter ton projet. Tu as moins la pression sur que ce soit en termes de commercialisation. Tu peux vraiment choisir. Nous, le premier projet qu'on a fait, on a été voir 7 ou 8 entreprises générales différentes. Donc là, vraiment, tu peux pas dire que tu n'as pas eu le feeling, tu vois, avec l'entreprise avec laquelle tu pars. Effectivement. Toi, c'est quoi ton meilleur projet, Jordan? C'est difficile à dire. Moi, en fait, ce que j'aime au niveau des projets, c'est surtout les petits bâtiments à taille humaine. On va dire 9, 10 logements, etc. Où tu peux t'investir plus à fond, effectivement, que quand tu fais des immeubles de 200 logements. Où là, tu vas peut-être pas aller au cas par cas tout vérifier au millimètre. Plus un peu. Exactement, c'est plus un peu, on pose ça, on le reproduit X fois. Bien sûr, avec beaucoup de réflexion derrière quand on fait les premiers niveaux et tout pour se dire comment on va faire la typologie en fonction du marché et tout. Mais tu vas moins dire, ouais, là je vais mettre tel bosquet d'arbres, là je vais mettre des petits arbustes et tout, là un passage à hérisson ou je ne sais quoi, les jeux pour les enfants, ou ça tu vas le faire sur un petit projet un peu de façon plus précise, je pense. Et puis sur un gros projet, c'est toujours un peu l'ensemble urbanistique. Tu vas prendre un urbaniste, un archi, voire plusieurs, il y aura des concours, chacun va donner son avis. Puis en fait, cet ensemble d'idées, tu vas le mettre ensemble pour arriver à un projet final qui est immense et sur lequel, que moi je trouve moins sympa, tout simplement. Ouais, ok. Mais peut-être plus réfléchi, non? S'il y a plein de monde qui est passé dessus. Alors je trouve qu'un petit projet, de toute façon, Bien réfléchi. Hein. est très réfléchi dans tous les cas. Ouais. C'est juste qu'il est plus rapidement fait. Tu dessines ce que tu as au sol, tu vois un peu tes niveaux, où tu mets ta cage d'escalier, tu mets tes 3 petits apparts par niveau, et puis tu as fini. Et c'est vraiment sympa. Tu vas t'impliquer sur l'orientation d'une baignoire des fois. Ouais. Mais vraiment, parce que moi, ce que j'essaye toujours, et je crois que Kevin, on se coordonne assez bien à ce niveau-là, c'est de me dire, est-ce que moi j'irais vivre dans cet appartement? Ouais. Nous, en fait, on fait... Comme quand tu visites les parcelles aussi, c'est ça le plus important. Ouais, est-ce que j'ai envie d'habiter ici? Est-ce qu'on a envie d'être là? Ouais, Donc non, nous, ça c'est sûr. On construit vraiment des habitations où on serait heureux d'y vivre, en fait. Ouais. Et c'est pour ça, il y a cette implication où l'architecte, il va nous donner son avis, ok? Mais nous, on va souvent le contredire parce que voilà, c'est un architecte, question peut-être de principe aussi, mais on va lui dire non, nous on voit plutôt ça comme ça parce que nous on se voit être là. Alors pourquoi tu vas nous prendre le minimum? Et maintenant dans les grosses constructions, dans les nouveaux projets, on fait le minimum. C'est 10 mètres carrés la cuisine, 20 mètres carrés le séjour, une chambre c'est 10 mètres carrés, une salle de bain c'est 5 mètres carrés. Et on part toujours sur les... Alors, parce que Même typologie. Et ouais, c'est vraiment minimum. Mais souvent on a des contraintes aussi. On va dire d'un point de vue juridique, si tu dois respecter, faire des logements d'utilité. Ok, oui, parce que après c'est au niveau des coûts. Ouais, c'est au niveau des coûts. Mais tu arrives au final à un bâtiment, il n'a pas ni queue ni tête, mais tu dis, ouais, mais est-ce que tu vis bien là-dedans en fait? Je pense que tu fais un très beau contour du bâtiment, on va dire. Tu vas faire de toute façon, l'ensemble, un bâtiment qui est incroyable, va être magnifique. Au niveau de l'enveloppe. Mais tu arrives là-dedans. Mais je pense que ça dépendra des personnes. Nous, de nouveau, hein. Je pense que ça dépend des constructeurs, les mentalités des personnes, etc. Est-ce que tu as un fonds d'investissement et ils disent tout est déjà noté, par exemple, X mètres carrés, etc. Mais nous, c'est pas notre cas. On a envie de faire des trucs à notre image, enfin des appartements et des maisons à notre image. Donc on va justement éviter cette problématique. On va étudier un niveau qui sera à notre image et qui sera pour nous parfait pour la revente, la location, etc. Ou quand tu rentres dans ton logement, je sais pas, tout simplement, tu as une armoire murale qui est bien située, tu as un WC d'hôte, tu as de la place pour dire bonjour, au revoir aux personnes qui viennent, tu as de l'espace minimum dans ton salon où tu peux vraiment profiter, tu as un espace extérieur. Et ça, c'est le plus important, c'est créer quelque chose en fait où les gens vont bien se sentir et auront envie d'habiter et utiliser ce logement. D'ailleurs, toi, c'est le cas. Toi, c'est le cas. Un de tes projets, aujourd'hui, tu vis dedans. Exactement. J'ai développé un projet. C'est quand même vachement facile à vendre. Un projet dans lequel tu dis moi-même j'ai acheté et je vais vivre ici. C'est encore plus énorme. C'est-à-dire qu'il a développé le projet et il a vendu tous les lots. Ouais, donc je connais tout mon voisinage. Non mais ça c'est exceptionnel, tu vois un peu le truc. Faut qu'ils soient contents quand c'est tes voisins, après c'est chaud. Ouais. Justement ils ont le sourire quand ils me voient, ils m'invitent pour l'apéro, donc c'est que ça s'est bien passé. Grave. Non ça c'est excellent. Du coup Kevin, comment tu vois toi la promotion immobilière du futur? Maintenant il y a Popetit qui arrive, il y a la PropTech qui se développe bien, et ça touche forcément tous les domaines de l'immobilier, dont la promotion. Mais du coup c'est quoi le futur de la promotion un peu? Le futur de la promotion en Suisse, je pense qu'il va...
il n'y aura pas de gros changements. Il y aura les petits promoteurs un petit peu comme nous, les gros qui construisent vraiment des gros quartiers, éco-quartiers, machin. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense pas qu'il y aura une énorme différence. Je pense qu'on va rester sur cette lignée. Après, il y a les lois qui vont peut-être être plus dures que maintenant, qui vont nous empêcher peut-être de nous exprimer comment on veut s'exprimer. On va peut-être donner tout le pouvoir aux communes. Parce que je crois pas que ça doit se professionnaliser un peu quand même ce job. Sincèrement, en Suisse, je pense Ce serait bien. que ça arrivera pas. Mais ça serait bien. J'ai pas l'impression qu'on tend vers Je ça. pense que c'est compliqué à mettre en place, mais c'est ce qu'il faudrait en fait. Après, ça se professionnalise par la complexité en fait, des projets. Et puis, en fait, Et puis par le marché. il y a eu un tri. Ouais, je pense qu'il y a déjà un tri qui s'est fait. Tu parlais tout à l'heure des promoteurs qui font un projet, ils se plantent, ils perdent de l'argent. Ben, lui, Ils en feront plus jamais. Ils en feront plus jamais. Donc, il y a une certaine complexité dans le domaine qui c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc oui, Fernando parlait de promoteur investisseur. Lui, il investit, il fait appel à un architecte, peut-être à un développeur. Il a fait appel à 2 personnes compétentes dans le domaine. Donc il va peut-être aller au bout, il va peut-être pas gagner autant que ce qu'il escomptait. Mais voilà, lui, il va peut-être continuer, il en fera, je sais pas, 2, 3. Mais je sais pas, je pense pas que ça sera régi comme en France pour être courtier. Ce que j'allais Tu dire. passes un diplôme et Ce que j'allais dire. Même marchand de biens, c'est un métier là-bas. ouais, marchand de biens, c'est Même marchand de biens, c'est un métier en France. Et c'est pas du tout. Moi, je trouve dingue parce que tu vois, c'est l'achat d'une vie pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'argent. Et en fait, qui est dedans je sais aussi. pas, tu as des professions. Coiffeur, tu dois avoir un diplôme. En tout cas, dans beaucoup de pays, je sais même pas en fait. En l'occurrence, je fais pas souvent. Non, mais chez le par coiffeur. exemple, un électricien. Non, mais par exemple. non, mais Ouais, tu vois, mais je je suis pas pense sûr. qui parle. Non, Non, je pense Mais pas. un Un gars électricien, électricien, tu c'est dois pas avoir coiffé, assez c'est fait filtre. Non, mais un électricien. Un architecte, pour faire tout des simplement. installations. Ça, c'est pas dans tous les cantons, je crois, l'architecte. Alors Non, nous, mais oui. pour déposer, oui. Ok, possible. Pour déposer, déposer, oui, t'es tu peux obligé pas de faire une faire. demande de permis de construire, par exemple, sur Canton de Vaud sans signature d'un architecte. NPQ. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Mais un électricien, il peut pas installer s'il a pas sa maîtrise fédérale. Ok. Mhm. En Suisse. Mais je veux dire, un courtier, il peut vendre n'importe quoi sans avoir jamais rien appris d'immobilier. Effectivement, un jour, en fait, tu peux être, guillemets, je vais pas critiquer les vendeurs de tapis, mais tu peux être vendeur de tapis et demain, tu crées ta société de courtage immobilier sans aucun souci. Après, c'est la même chose dans le développement. Tu vois, c'est pas Exactement, cadré. dans tous C'est les domaines de n'importe qui peut l'immobilier, faire un en fait. développement, tu vois. Même la gérance. Donc ça ok. Après, pour revenir à ta question en termes dans l'avenir, je pense que vraiment ce qui va se passer, c'est ça va être digitalisé finalement. Tu vois. Ouais, Les je parlais régies, de elles sont petit en- avant. Digitaliser ça, je pense que mine de rien, tu as le Web 3 qui arrive, peut-être la tokenisation des bâtiments, tu as le BIM qui arrive fort, Oui. tu as plein de trucs comme ça qui vont changer l'aspect, mais au final, ça reste, tu vois, l'immobilier, ça reste de la pierre dans laquelle tu vis. Ouais. Et ça, tu pourras jamais déroger, tu vois. Un carreleur, il va carreler, tu vois. C'est aussi au niveau c'est clair. réalité virtuelle et tout ça, je pense. Ça que aussi, tu vas ça- peut-être sur le métaverse choisir ce que tu veux ta maison, comment la disposer, etc. Tu seras un peu Ça, chez ça toi, existe déjà un tranquille petit sur peu, ton tu vois. canapé. Et puis, Mais ça va se démocratiser. ça va s'améliorer, on va Ouais. dire, je pense, au niveau qualitatif aussi. Après, je pense que, tu vois, quand tu disais peut-être ça va être l'État qui va avoir la main mise sur tout, je pense qu'ils ont pas. C'est pas leur rôle, tu vois, de nouveau. Mhm. Le rôle de l'État, c'est pas spécialement de faire du développement IMO, tu vois. C'est de pas des dicter constructeurs, comment. C'est de dicter des lois, etc. Mhm. etc. Mais si tu attends que l'État te fasse un développement immobilier, c'est pas son job, tu vois. Bien sûr, mais du coup, par rapport aux lois, justement, vous avez pas un peu les boules en faisant ce métier de l'évolution des lois maintenant qu'on a. Typiquement, Lex Weber, plus de résidence secondaire. Vous étiez promoteur spécialisé résidence secondaire, c'est fini. Mais ça, du ça jour au impacte lendemain qui dans ta région. Mais après, la LAT, ça impacte tout le monde. Ouais, mais ça impacte le tout client monde, final. Tous les propriétaires fonciers. La LAT, ça tombe du jour au lendemain. Et puis en 2019, on a voté la loi sur le mitage du territoire. Là, c'était fini toutes les constructions, on gèle Ouais. toutes les zones à bâtir. C'est quand même assez flippant. Enfin, le trend, il est un peu. Tu vois, moi, si sur une parcelle, on me dit, maintenant, ici, tu pourras plus que faire une villa tous les 1000 mètres carrés. C'est qui va payer ça? Ouais, C'est le client final, tu vois. c'est clair. Donc, en fait, t'es pas en train de résoudre le problème de nouveau de fond qui est le logement. Ouais, c'est Il y a clair. un Non, souci mais de c'est logement, ça qu'il donc faut. Ouais, mais De toute façon, le fait- gentiment, comme on disait auparavant, au niveau du mitage, etc., il n'y aura plus de villas individuelles et ce genre de choses. Là, on voit déjà maintenant, les développements, ils te donnent en fait des coefficients que tu peux utiliser, mais ils ne te limitent plus le nombre de logements dans les zones, dans la plupart des nouveaux plans d'affectation. Clair. Et en fait, on va vers la fin des villas individuelles et jumelles, comme on a pu l'avoir jusqu'à maintenant.
et de plus en plus en fait, d'appartements multiples sur des parcelles, y compris dans les zones de faible densité. Donc le prix des maisons a pas de plafond vraiment en Suisse. Pour moi, non. Non. Parce qu'au final, le jour où on construit plus aucune maison, Ben, une maison individuelle aura toujours ça. Ouais, mais après, tu vois, tu dois faire attention. Parce que si d'un coup, tu es déclassé en zone de développement, bah. ouais, alors ça Et c'est de tu nouveau, vois, là, c'est l'État spécificité de qui Genève. régit en guillemets Ouais. quelque chose. Ah, c'est clair. Donc qui a Là, l'État est roi. contrôlé et qui t'a dit, ben ici, on fait ce qu'on a défini. La parcelle vaut autant. Moi, je pense pour le plafond, ça dépend un peu quand même. Tout en fonction de la conjoncture, etc. On va dire si on a un problème géopolitique à un moment X, admettons ça va un peu trop loin à l'est, ça vient chez nous, il y a un bouton qui s'enclenche. Demain, il y aura un gros plafond sur les villas et même ça va chuter. Ouais. Donc on est toujours dans une inconnue en fonction de plein de choses. La valeur du franc suisse, l'inflation, les coûts de construction. Et toutes ces choses-là mis ensemble, ça te dit en fait, est-ce qu'il y a un plafond maintenant ou pas? Et est-ce que ça va changer? Il y a plein de choses autour de nous. C'est pas uniquement la Suisse, tout va bien, un joli petit pays, on a beaucoup d'argent, etc. C'est clair, c'est clair. Non, mais on l'a vu ce matin à la conférence ensemble avec Jordan, mais c'est vrai que on a réduit les zones à bâtir, on réduit de plus en plus, on construit de moins en moins. Ils ont dit ce matin, on construit de moins en moins, et puis en plus la À courbe... cause de la difficulté administrative. Ah, exactement, aussi. notamment. Mhm. Et puis la courbe de construction de villas, elle est encore plus faible que les appartements, parce qu'on construit de moins en moins, mais ce qu'on construit, c'est de plus en plus des appartements. Exactement. Et l'évolution démographique, elle est positive en Suisse chaque année, hein, entre 60 et 60 000, 75 000 personnes chaque année qui arrivent en Suisse. Et cette année, on a explosé tous les records. Quoi. Avec Du ça, fait aussi de l'Ukraine, En etc. 2021, tu as eu donc, le record de nouvelles constructions, près de 5 000 logements. Dans le même laps de temps, tu as près de 10 000 personnes qui sont arrivées dans le canton. Ouais. Donc ça veut dire qu'en battant le record de nouvelles constructions, tu n'arrives pas à absorber ce qui arrive. Ouais, c'est fou. Hein. Tu vois Ouais. Et dans le même laps de temps, toi tu déposes des permis et ça te passe dans 26 services et ça revient et nanana et moi je suis pas d'accord. Puis des fois, tu as vraiment souvent, à Genève je suis content parce que le département de territoire ils sont assez carrés, même hyper carrés. Tu as vraiment des professionnels devant toi, mais parfois tu tombes sur des communes où la personne qui est en charge de la construction, je sais pas, dans la vie, elle gère une radio quoi. Ah, Tu il vois est pas du tout spécifique. Non mais vraiment c'est... Dans C'est les rien communes, contre la personne en fait, mais dans les petites communes, chacun a son dicaster. Et puis si quelqu'un, en guillemets, construction, police des constructions, aménagement, par exemple sur le canton de Vaud, ils n'ont pas forcément les connaissances en fait de la technique de la construction, de l'aménagement du territoire, etc. Et en fait, tout simplement, c'est trop compliqué pour eux de gérer ce dicaster. Et maintenant, de plus en plus, ils donnent à C'est des bien bureaux intercommunaux, quoi. Je vais noter ce mot. C'est ce qui est compliqué pour vous aussi, parce que des fois, vous devez appeler la commune pour avoir des réponses, j'imagine. Exactement, Par rapport au puis ça projet. peut prendre Souvent, du temps. Du coup, t'appelles, et puis la personne, si elle connaît pas, elle te dit... Il y a des communes, elles sont très très fortes. Ouais. Des fois, souvent, suivant la taille des communes, en face de toi, tu as un urbaniste ou tu as un archi. Ou T'as des gens qui connaissent t'as des vraiment gens leur hyper leur carrés, tu secteur. vois. Mais là, il Et faut que t'as ce soit d'autres des grosses où tu te dis, communes, c'est un de peu, nouveau. débrouille-toi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un peu la difficulté en fait pour les petites communes de bien s'entourer parce qu'évidemment elles n'ont pas le même budget qu'une grande ville pour pouvoir employer toutes les personnes que Fernando mentionnait. Ouais, c'est clair. Après pour revenir sur Popoti et toutes ces autres sociétés PropTech. qui... Exactement. Moi je pense qu'il manque en fait un certain nombre d'éléments, si je puis dire, en fait, dans leurs études ou pour utiliser leur logiciel. Et en fait ces éléments-là, le problème c'est que c'est des éléments qui viennent de l'État, que ce soit par exemple l'accès au registre foncier ou ce genre de choses. Et en fait, pour que leur logiciel soit performant à 100%, on va dire, ils auraient en fait la nécessité d'avoir accès au registre foncier pour, par exemple, comme on discutait avant, les restrictions au droit de bâtir, etc. Parce que quand ils mettent une parcelle au vert, tout va bien, etc. De leur côté, c'est un bon endroit, elle n'est pas assez développée. Puis après, en fait, quand nous, on va sur le registre foncier et puis qu'il y a une restriction de droit de bâtir, tu peux rien faire à part une villa dessus. En fait, elle devrait être en rouge, leur parcelle, puis pas en vert sur leur logiciel. Ouais, c'est hyper compliqué, je pense, pour la PropTech, ça doit être le travail de Popetti. Je vais faire un podcast avec eux d'ailleurs, courant du mois de décembre. Ok, incroyable. Mais ça doit être incroyablement compliqué. C'est ingérable. Et les En services Suisse, du chaque droit canton privé. travaille différemment et c'est du droit privé. C'est Droit privé, tu fais quoi? Ouais, il y a à chaque fois Exactement. des réglementations différentes. J'ai C'est- décidé qu'en face de moi, tu vois, C'est clair. je suis- Il y a un mec qui signe avec son voisin, juste une servitude de non bâtir parce qu'il veut mettre un cabanon, mais ça change après tout d'un coup là. Surtout qu'il y a des restrictions qu'on subit qui datent de 1910. J'en ai Ouais. même une de 1890 de restrictions de droit de bâtir. On Ah ouais disait qu'il fallait pas faire un poulailler. Nous, Alors on que t'es en a- plein de centre de ville de Lausanne, donc tu comprends pas Mais trop tu ce sais qui que se nous, passe on a entre une temps. parcelle comme ça, elle faisait près de 3000 m²,
où c'était inscrit qu'il fallait pas plus qu'une villa tous les 2000. 2005. Une villa tous les 2005. Ah, voilà, ok. Puis en fait, la valeur de la servitude, elle peut être plus élevée que la valeur du terrain. C'est clair. Parce qu'en fait, elle empêche tellement le développement du terrain qu'en fait, tu pourrais être amené à payer plus la servitude que le terrain des propriétaires. Incroyable. Ce qui peut paraître complètement fou en l'occurrence. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour le partage et puis pour le podcast. C'était hyper intéressant Merci d'avoir à toi. votre expérience. C'est un grand plaisir. Et puis, On est de des toute hommes façon- de l'ombre, mais je t'aime beaucoup. Alors, je dis, bon, On le fait pour toi. on le fait pour toi. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.